Salam alaikum, chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous soyez en très bonne forme. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de lecture, et cela dans le cadre de la reprise de notre programme scolaire Manuel Parcours de 3e année collégiale. Alors le titre de la leçon c'est La valeur du dialogue dans le récit. Mes chers amis, comme j'avais déjà mentionné, il s'agit d'une activité de lecture comme vous voyez sur votre écran et ça fait partie de la séquence 4 dont l'objectif c'est produire l'étape événement d'une nouvelle. Bien sûr, précédemment, on avait déjà étudié deux activités de lecture, enfin deux textes. On avait vu deux textes qui représentent toujours l'étape événement. On a essayé de voir les caractéristiques de l'étape événement. Et là, on va voir le dialogue dans l'étape événement. Donc là, pour objectif, c'est identifier les caractéristiques du dialogue dans un récit. Et bien sûr, on a deux objectifs. Le deuxième objectif, c'est identifier la valeur du dialogue dans un récit. Alors, quand on dit les caractéristiques du dialogue, on va voir comment l'auteur va présenter un dialogue ou bien comment l'auteur va-t-il intégrer un dialogue dans sa nouvelle, dans son récit. Et pour la valeur, bien sûr, valeur, ça veut dire fonction. Ça sert à quoi le dialogue dans une nouvelle ou bien dans le récit? Pourquoi on peut intégrer le dialogue dans le récit? Bien sûr, on va travailler sur le texte qui figure sur votre manuel, la page 160. Donc, bien sûr, on travaille sur le manuel parcours. Alors, on va passer directement, bien sûr, pour ne pas perdre du temps, on va passer à l'autre étape. Bon, donc là, on est dans l'activité de lecture numéro 3. Voyez-vous, le titre de la leçon, c'est « Identifier la valeur du dialogue dans un récit ». Alors, ici, nous avons un texte avec une image, une illustration, et bien sûr, il y a une source en bas du texte. Alors, si on regarde l'image, l'illustration, nous allons voir des personnages en train de jouer aux cartes. Ils sont à table en train de jouer aux cartes. Donc, on va essayer de lire le texte. D'accord? Donc, on va essayer de le lire et après, on reviendra pour répondre à certaines questions de compréhension. Alors, je lis le texte. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais, il est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur des Grassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. D'après Balzac, Eugénie Grandet. Alors, mes amis, donc j'ai fait une lecture, bien sûr, elle est rapide. J'essaie de passer plus vite. Alors, on va essayer de voir quelques questions de compréhension. Bien sûr, avant de poser les questions, vous pouvez voir qu'il
qu'il y a un dialogue dans ce texte. Donc il y a un passage narratif, donc on peut le voir clairement, c'est au début du texte. Et bien sûr, là, il y a un dialogue, mais ça n'empêche pas qu'il y a des petits passages narratifs donc intégrés dans le dialogue. Alors, première question, qui est l'auteur de ce texte? Pour comprendre un texte, on doit bien sûr chercher d'abord l'auteur et le titre de l'œuvre. Donc, qui est l'auteur de ce texte? Il s'agit évidemment de Balzac. Et pour la deuxième question, d'où ce texte est-il extrait? Ça veut dire quel est le titre de cette œuvre. Donc, il s'agit de Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, bien sûr là, il s'agit d'un personnage qu'on a déjà vu dans le texte. Et c'est le titre, c'est en même temps le titre de la nouvelle, bien du roman, de l'œuvre. Alors, on va passer à une autre question. Qui sont les personnages cités dans ce texte? Alors là, on va essayer de relire le texte et d'en dégager les personnages, tous les personnages. On va essayer de les classer. Donc, je vous laisse suivre. Alors, à peine fut-il permis à Monsieur des Grassins. Donc là, on a Monsieur des Grassins, c'est un personnage. À Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur. Donc, on a un jeune homme et on a le facteur. Un facteur des messageries. Le facteur, c'est cette personne qui nous emmène des lettres à la maison. Alors, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Bien sûr, on parle d'un jeune homme qui portait deux malles, on parle de deux valises, et traînait des sacs de nuit. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui est en voyage. Donc, c'est un voyageur. Peut-être c'est quelqu'un qui revient d'un voyage. Grandet se retourna brusquement vers sa femme. Donc là, dans cette phrase, on a deux personnages. Grandet et sa femme. D'accord? Grandet et sa femme. Grandet, bien sûr, on a dans la source du texte, Eugénie Grandet. Donc ce personnage ici appelé Grandet dans cette phrase, est-ce qu'on parle de Eugénie ou bien de quelqu'un d'autre? Donc on va voir par la suite. Alors, Grandet se retourna brusquement vers sa femme. Donc là, Grandet, c'est l'homme, d'accord? Et sa femme, on va voir comment elle s'appelle. Alors, elle lui dit, Madame Grandet. Donc, dans ce texte, sa femme s'appelle Madame Grandet. Donc, on va voir son prénom par la suite. Alors, je vais terminer la lecture d'abord du texte. Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Laissez-moi m'entendre avec monsieur, ça veut dire laissez-moi causer avec cette personne, avec, bon, discuter, parler, essayer de savoir qui est cette personne. Alors, laissez-moi m'entendre avec cette personne. Puis, il tira vivement la porte de la salle. Il va tirer, il va fermer la porte de la salle. Donc, on reviendra sur cette information. Où les joueurs agités. Donc là, il y a le mot joueur. Rappelez-vous, on avait dans l'image des personnes qui jouent aux cartes. Les joueurs, donc on va revenir sur ce terme. Où les joueurs agités reprirent leur place. Donc on parle d'une salle de jeu, là où il y a une table, et il y a des joueurs donc, qui ont vu quelqu'un arriver et sonner à la porte. Donc ils ont essayé de voir c'est qui. Après, ils sont revenus à leur table pour continuer le jeu. Là, on a dit quoi? Ils n'ont pas terminé le jeu. Où les joueurs agités reprirent leur place. Reprir, c'est le verbe reprendre. Alors, reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Sans continuer le jeu. Normalement, ils sont revenus à leur place. Ils doivent terminer leur jeu. Là, ils n'ont pas fini leur jeu. Ou bien, ils n'ont pas repris leur jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir. Alors, là, on va commencer le dialogue. Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins? Lui dit sa femme. Donc là, on a sa femme. Sa femme. La femme de qui? Donc si on relit cette phrase. Est-ce quelqu'un de Saumur?
virgule, Monsieur Desgrassins. Monsieur Desgrassins, c'est une formule d'appel, donc ça indique la personne avec laquelle on parle. Alors, lui dit sa femme. Donc là, on a une femme qui parle avec son mari, qui s'appelle Monsieur Desgrassins. Ça veut dire que la femme s'appelle Madame Desgrassins. Alors, elle pose la question, est-ce quelqu'un de Saumur? On va revenir sur le mot Saumur, ça indique un lieu. Alors, elle pose la question sur cette personne qui est venue frapper à la porte. Qui est-ce? Est-ce qu'elle est de cette ville ou bien de ce lieu? La réponse, non, c'est un voyageur. Bien sûr, son mari a répondu non, parce que c'est lui qui a vu la personne. Il avait des valises et des sacs de nuit, donc c'est automatiquement un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. Donc là, on a quelqu'un d'autre qui va parler. Il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire. Donc là, on a un autre personnage, c'est le notaire qui parle, le notaire. Dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse. Donc on parle de sa montre, sa vieille montre épaisse de 2 doigts qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Donc là, on décrit la montre. Alors, il dit que il ne peut venir que de Paris. Cet homme ne viendrait que de Paris, puisque c'est 9 heures. Donc je regarde ma montre pour dire quelle heure est-il. Alors là, il dit, il est 9 heures. Il est 9 heures. Donc on va revenir sur cette information. Il est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Donc là, on a une hypothèse, peut-être. C'est quelqu'un qui arrive de Paris. Ok, on va passer directement à l'autre phrase. Et ce monsieur est-il jeune? Et ce monsieur, donc on pose la question sur cette personne qui est venue. Et ce monsieur, est-ce qu'il est jeune? Est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc là, on a un autre personnage qui parle, c'est l'abbé Cruchot. Oui, répondit Monsieur Desgrassins. Donc on a déjà vu Monsieur Desgrassins. Oui, il a dit que c'est un jeune. Il est jeune parce qu'il, bien sûr, il est fort. Donc on va voir pourquoi. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Il apporte des paquets. Des paquets, ça veut dire des valises. Il apporte des valises qui peuvent peser 300 kilos. Ça veut dire qu'il est fort, qu'il est jeune. Alors, une autre phrase. Nanon ne revient pas, dit Eugénie. Nanon ne revient pas. C'est Eugénie Grandet. Alors, dernière phrase dans le texte, ce ne peut être qu'un de vos parents. Donc là, on a quelqu'un d'autre qui parle et qui nous donne une information. Peut-être cet homme qui vient d'arriver, peut-être qu'il est de l'un de vos parents, c'est-à-dire l'un de votre famille. Dit le président. Dit le président. Donc là, on a un président. Enfin, le président, c'est un personnage. Donc on va voir par la suite. Ok, là on a essayé d'entourer tous les personnages. Maintenant on va les regrouper, si on peut dire. Donc je commencerai par citer qu'il y a d'un côté le jeune homme qui arrive avec ses valises et le facteur bien sûr qui l'accompagne. Donc on a deux personnages d'un côté, ce sont deux personnages secondaires si on peut dire, parce qu'ils ne vont pas participer aux actions de ce petit extrait. Bon. Alors le jeune homme qui arrive avec des valises et des sacs de nuit, et bien sûr il y a le facteur, c'est d'un côté. De l'autre côté, excusez-moi, nous avons
les joueurs de cartes, les personnes qui sont à table en train de jouer aux cartes. Donc là, les joueurs de cartes, j'ai mis 2 points. Regardez. Alors, les joueurs de cartes, on a Nanan Grandet qui est allé ouvrir la porte. On a sa femme, Madame Eugénie Grandet, qui est restée à table. Ensuite, on a Monsieur Desgrassins et sa femme. Monsieur Desgrassins et sa femme. Bien sûr, sa femme s'appelle Madame Desgrassins. On n'arrive pas à reconnaître son nom à partir de ce petit texte. Le notaire, donc virgule, l'abbé Cruchot et le président. Donc là, on a d'autres joueurs, donc 3 joueurs. Le notaire, un notaire, donc le notaire du village, l'abbé Cruchot et le président. Donc là, généralement, on comprend que Madame et Monsieur Grandet avaient des invités à la maison. Ce sont des amis peut-être. Ils étaient en train de jouer aux cartes. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Le fait de frapper à la porte, bon, je vais conjuguer le verbe frapper au passé simple. Donc, ils étaient en train de jouer aux cartes. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était un jeune homme qui arrive avec des valises. Donc, quand on dit comme ça, quand on conjugue le verbe frapper au passé simple, il s'agit d'un élément perturbateur. C'est un événement inattendu. Donc, c'est la deuxième étape du schéma narratif. Alors, la suite de ce texte, c'est bien sûr l'étape événement ou ce qu'on appelle péripétie. Donc, on va essayer de voir les choses plus clairement. Donc, je pose une question de compréhension. Où se passe l'action ou bien dans quel lieu? Donc là, on va essayer on a relevé les personnages, bien sûr, on a relevé l'auteur, on a relevé le titre de l'œuvre. Il nous reste de relever l'action. Se passe où? Ça veut dire le lieu de l'action. Alors, et si on revient au dialogue, on a vu quelqu'un au début du dialogue qui a donné une information. Il a dit que, il pose la question, est-ce quelqu'un de Saumur? La première phrase, est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur Desgrassins? Alors, là, on a la femme de Monsieur Desgrassins pose la question, ce jeune qui arrive, est-ce qu'il est de Saumur? Saumur, c'est un lieu, bon, c'est un village, c'est une ville. Donc, est-ce qu'il est d'ici? Alors, les actions de ce texte, ce dialogue, cette action de jeu aux cartes se passe à Saumur, donc c'est un lieu. Où exactement? C'est dans une maison, dans une salle de jeu, à la maison des Grandet. Ce n'est pas des Grassins, pardon, c'est à la maison des Grandet. Ok, là j'ai noté une petite remarque comme réponse. L'action se passe à la maison de Monsieur et Madame Grandet, qui se trouve à Saumur. Là, il y a une petite remarque. Alors, j'ai indiqué une petite phrase. Puis, il tira vivement la porte de la salle. Donc, il y a des joueurs. Parmi ces joueurs, il y a Madame et Monsieur Grandet qui va tirer la porte, qui va fermer cette porte, qui va partir à la porte pour voir qui frappe. Donc là, ou bien qui a sonné. Donc là, c'est automatiquement le propriétaire de la maison. Donc, on comprend que c'est Monsieur Grandet, le propriétaire de la maison. Donc, les personnages, ils sont chez lui. Ok, une autre question. Quel est le temps des actions? Alors, attention, on a relevé le nom de l'auteur, on a relevé le titre de l'œuvre, on a relevé les personnages, on a relevé le lieu, et là, on va relever le temps de l'action, ou bien des actions. Donc, le temps de l'action, rappelez-vous, il y a quelqu'un aussi dans le dialogue qui nous a donné une information. Peut-être ce jeune qui arrive avec des valises, peut-être qu'il est venu de Paris. Pourquoi? Parce que maintenant, il est 9 heures. Il est 9 heures. Ah, et il a dit, parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Le grand bureau ici, on parle d'une société, bon, c'est un moyen de transport, on parle du train, d'accord? Le grand bureau, bien sûr, on parle des moyens de transport. Donc, il est 9 heures. Ils étaient en train de jouer aux cartes. En quel moment de la journée? À 9 heures. Alors, automatiquement, est-ce qu'on va dire que c'est 9 heures du matin? Ben non, c'est 9 heures du soir.
Alors, logiquement, quand on veut jouer aux cartes, c'est le soir, ce n'est pas le matin. Ok, donc là j'ai noté comme petite réponse, l'action se passe à 9 heures du soir. Et j'ai mis une remarque, il est 9 heures du soir, bien sûr on a ajouté le mot soir, c'est le notaire qui nous informe sur le temps de l'action. Ok, si on revient sur le temps de l'action, sur le lieu de l'action, euh, est-ce que c'est l'auteur, c'est Balzac qui nous a donné ces informations? Bien sûr, c'est Balzac. Ok, comment il a fait? Est-ce qu'il était en train de raconter? Non. Alors, il était en train de raconter au début du texte. À un moment donné, il a intégré un dialogue. Là, on va dire qu'il fait parler les personnages. Et c'est les personnages qui vont nous informer du temps de l'action, du lieu de l'action, du personnage même, du personnage principal. Donc là, on parle d'un jeune homme. Alors, on va donner des informations à propos de ce personnage à travers le dialogue. Donc là, on dit que l'auteur fait parler les personnages pour informer le lecteur en général. Donc, pour informer le lecteur, ça veut dire pour lui fournir un ensemble d'informations. Ok, maintenant on va passer à une autre question de compréhension, à savoir, alors ce texte, donc là vous avez la question devant vous, ce texte représente quelle étape du schéma narratif? Ce texte représente quelle étape du schéma narratif? Rappelez-vous les étapes du schéma narratif, on avait dit qu'il y en a 5. Situation stable, éléments perturbateurs, péripéties ou bien événements, dénouement, situation finale. Alors ce petit texte que vous voyez sur votre écran, ça représente quelle étape? Est-ce que c'est la situation stable, l'élément perturbateur, péripéties, dénouement ou bien situation finale? Bien sûr, le dénouement, on n'a pas encore travaillé ça. La situation finale non plus. On a travaillé la situation stable, l'élément perturbateur. Là, on travaille sur la phase péripéties. Donc, on va voir ce texte, ça fait partie des péripéties. Mais ça n'empêche qu'il y a un petit passage qui fait partie de l'élément perturbateur. Ok. Alors, là, j'ai noté, on peut diviser le texte en 2 passages. Alors là, je divise le texte. Donc, ça commence du début, à peine fut-il permis, jusqu'à de nuit. Sac de nuit. Ok, le premier passage représente l'étape élément perturbateur. C'est l'arrivée du jeune homme qui perturbe l'action principale. Ça veut dire le jeu de cartes. Donc bien sûr, les personnages étaient en train de jouer et il y a un élément perturbateur. C'est l'arrivée de cet homme avec des valises. Alors c'est cette action qui va perturber le cours de l'action principale. Ok, le deuxième passage, bien sûr, on parle du reste. Le reste du texte, c'est le deuxième passage. Ça fait partie de l'étape péripétie. Ce n'est pas toute l'étape péripétie, c'est juste un extrait. Donc là, j'ai noté, le deuxième passage représente un extrait de la phase péripétie. Ça veut dire événement. C'est le reste du texte. Donc là, j'ai noté l'étape péripétie ou bien événement. Excusez-moi, je suis en train de présenter le cours rapidement. Ok, on passe à une autre question. Toujours des questions de compréhension. Comment l'auteur a-t-il intégré le dialogue dans son récit? Comment il a intégré? Donc là, on va parler de la forme du dialogue en général, la forme. Est-ce qu'il va garder la forme du dialogue telle que l'on trouve dans le théâtre, par exemple? Donc on a vu déjà le texte théâtral en deuxième année. Le texte théâtral, c'est un dialogue. Bon, est-ce qu'on va mettre le dialogue tel qu'il est dans le théâtre ou bien on aura affaire à une autre forme? Alors, je commence par des remarques. L'auteur a gardé les tirets. Bien sûr, chaque dialogue se compose de plusieurs choses. Donc, on a les tirets, les noms des personnages, 2 points, guillemets, des guillemets. Ensuite, le discours direct. Et là, on a dit que l'auteur a gardé les tirets. Bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a des tirets. Donc là, voilà, donc je vais essayer de les entourer dans le texte. Alors, il y a des tirets, d'accord? L'auteur a gardé les tirets. Ok, ensuite,
mais il a mis le verbe introducteur et le nom du personnage qui parle à la fin de chaque discours direct. Alors, quand on dit le verbe introducteur, on a déjà étudié ça dans le discours direct et le discours indirect. Alors, quand on dit verbe introducteur, c'est un verbe qui va introduire la parole. C'est le verbe qui introduit le discours. C'est le verbe qui introduit l'acte de communication ou bien l'acte de parole. Exemple, quand on dit Ahmed dit je suis malade. Alors, Ahmed dit. Dit, c'est le verbe introducteur. Bien sûr, il est suivi par deux points et les guillemets et le discours à l'intérieur. Donc là, on a dit, l'auteur a gardé les tirets, mais il a mis le verbe introducteur vers la fin du discours. Je relis la phrase. Alors, exemple, Ahmed dit, je suis malade. Je peux faire la phrase comme Balzac. Je peux dire, je suis malade, dit Ahmed. Alors, dit Ahmed, je garde le verbe introducteur vers la fin, et bien sûr, il est inversé avec le sujet. Alors, on passe, voilà, donc là, je vous montre quelques verbes introducteurs. Donc là, on a lui dit sa femme, dit le notaire, demande à l'abbé Cruchot, répondit monsieur Desgrassins, voilà, dit Eugénie, dit le président. Donc ce sont des verbes introducteurs inversés avec le sujet. Ok, une remarque. L'auteur a enlevé les guillemets du discours direct. Bien sûr, on avait dit que le discours direct, bien sûr, est entouré de deux guillemets. Alors là, quand on regarde le dialogue, il n'y a plus de guillemets. C'est une remarque. Donc il y en a qui la mettent dans le récit et il y en a qui l'enlèvent. Donc là, Balzac a enlevé les guillemets. C'est une remarque qu'on peut marquer. D'accord, on va passer à autre chose maintenant. Enfin, c'est une autre question de compréhension. Quelle est donc la fonction du dialogue dans un récit, ou bien dans ce récit? Et c'est la dernière question de compréhension. Quelle est la fonction? Quelle est la valeur? Donc, j'ai déjà expliqué le mot fonction. Valeur, fonction, ça veut dire pourquoi on intègre un dialogue dans le récit. Pourquoi on va mettre le dialogue dans le récit. Donc, les réponses directement. Alors, qu'on rappelle, à l'arrivée du jeune homme, Monsieur Grandet a quitté la table du jeu. Il est allé voir qui est-ce. Il est allé voir qui est-ce. Ça veut dire la personne qui est à la porte. Ok? De leur part, donc les autres joueurs, de leur part, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de reprendre le jeu, excusez-moi, il est allé voir, de leur part, les autres joueurs, au lieu de reprendre le jeu, ils ont commencé à discuter. Quand on dit discuter, ça veut dire dialoguer. Ça veut dire on va essayer d'échanger des paroles. Alors, ils essayent voilà, j'ai noté la phrase, ils essayent de reconnaître l'identité de cet inconnu, de ce jeune. Ils essayent de reconnaître, voilà, qui est-ce, c'est quoi son nom, son âge, d'où il vient, voilà, etc. Il y a d'autres informations. Ils essayent de savoir qui est cette personne. Alors, là, j'ai noté les fonctions du dialogue. Donc là, j'ai noté deux fonctions du dialogue. C'est alors comme ça que l'auteur a choisi d'informer le lecteur sur ce jeune homme. Informer le lecteur, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, je peux vous raconter les actions d'une nouvelle directement. Je recours au style de la narration. Ou bien je peux intégrer un petit dialogue et je fais parler les personnages pour vous informer, vous, chers lecteurs. C'est bon? Donc là, c'est la première fonction. C'est pour cela qu'on utilise le dialogue. La deuxième fonction, c'est une manière qui permet d'avancer l'action, ou bien de faire avancer l'action. Donc, l'auteur veut avancer un petit peu l'action, il recourt au dialogue. Ça donne plus d'informations en peu de temps. Donc, je peux mettre un dialogue de deux phrases, deux répliques, donc deux personnages qui parlent et qui donnent un maximum d'informations. Et bien sûr, j'accélère l'action. Je fais avancer l'action.
Ok, donc là on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc on va conclure par une synthèse, un petit résumé, une remarque, enfin un ensemble de remarques. Synthèse, donc dans un récit, je vais lire juste ce qui est noté, dans un récit en général, dans un récit, c'est-à-dire quand un auteur raconte, dans un récit, l'auteur peut recourir au dialogue. Peut recourir, ça veut dire il peut utiliser le dialogue. Ce dernier, ça veut dire le dialogue, ce dernier peut avoir plusieurs fonctions. Le dialogue peut avoir plusieurs fonctions. On a vu deux. Le dialogue peut servir comme moyen d'information pour donner des informations au lecteur. Il peut servir aussi comme moyen d'accélération des actions. Alors là, on va voir les autres fonctions. Alors je répète, informer, donc la première fonction, informer sur des personnages. Exemple, donner leur nom, leur âge, leur métier, leurs sentiments, etc. Ensuite, bon, une autre fonction, informer sur des lieux. Je ne sais pas, cette personne qui est venue, il était, je ne sais pas, il était à Paris, ou bien il était en voyage. Alors peut-être qu'on va trouver les personnages qui sont à table, ils vont commencer à discuter et il y en a quelqu'un qui va nous donner l'information qu'il était à Paris, etc. Donc on peut informer aussi sur des lieux. Informer sur des actions antérieures. Informer sur des actions antérieures. Et c'est très important. Les actions antérieures, ce sont des actions passées. Peut-être que Monsieur Grandet connaissait cette personne. Peut-être que le notaire connaissait cette personne et il va nous donner une information. Ah, c'est ce jeune homme qui habitait dans le village avec... D'accord? Donc il va commencer à nous donner des informations ou bien des actions qui sont très antérieures ou bien qui sont très passées. Et à la fin, la dernière fonction, c'est faire avancer l'action dans le récit comme j'avais expliqué. Bon, c'est la fin de cette leçon. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Si vous voulez, s'il vous plaît, si vous voulez plus d'informations sur le texte, ou bien si vous voulez savoir, vous aussi, vous avez cette curiosité, vous voulez savoir qui est cette personne et qui est venue à la maison des Grandet, vous pouvez chercher juste le livre, la nouvelle, sur internet, vous allez trouver. Donc vous pouvez mettre Eugénie Grandet de Balzac, vous mettez PDF à la fin, vous allez retrouver la nouvelle. Je vous souhaite bonne lecture et bon apprentissage. Au revoir.